Bienvenue, mesdames, messieurs. 28 avril 2019, bien loin et si proche. Un avis plus que partagé. Les Béninois, faut-il le rappeler, ce jour-là étaient aux unes, le cœur gros et non en joie, comme ce fut l'habitude des années durant. Pour une toute première fois, mesdames, messieurs, depuis 90, date de la fameuse conférence des forces vives de la nation où les Béninois confessaient avoir vaincu la fatalité, le sang a coulé pour le choix des élus du peuple. 4 mois après, la douleur est toujours vive. La classe politique divisée, le peuple aussi. Et toujours pas de signe apparent d'une réelle volonté d'unité nationale. Mais qui pour aider à tourner enfin cette page lugubre? La question, maintes fois posée aux premières heures de la crise politique, demeure présente jusqu'alors sur toutes les lèvres. Dans le débat de sortie de crise s'invite alors le président de l'ABDC, qui, argument à l'appui, conclure que le chef de l'État reste et demeure la solution. Plaidoyer de Joël Aïvo pour une sortie de crise au Bénin. Une nouvelle pêche à Patrice Talon. C'est bien là le thème en débat ce jour. Et déjà sur ce plateau, Louis Assoba, journaliste indépendant. Il est un observateur très averti de l'actualité socio-politique sur le continent. Louis Assoba, bonjour. Joël Aïvo, bonjour. Et il est dit par ici. Joël dit, pardon. Joël peut en cacher un autre, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. En face de lui, Jospeso Adago, un habitué de ce plateau, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, La Dépêche. Jospeso Adago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci d'être une fois encore à nos côtés. C'est toujours un devoir. 4 mois après les très controversées législatives du 28 avril au Bénin, la vie politique, mesdames, messieurs, continue de tourner malheureusement autour de ce scrutin exceptionnel de l'histoire démocratique du Bénin. La tension politique, moins vive, reste tout de même perceptible. Que faire alors pour aller de l'avant? Le dialogue, insiste l'ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Et à la suite, bien entendu, de bon nombre de voix qui se sont élevées trop tôt pour montrer cette même voie. Alors, Louis Assoba, je me vous demander pourquoi revenir encore et insister là-dessus, sur le dialogue pour les Béninois. Merci. D'abord, il faut rappeler quand même le contexte qui nous a permis d'observer ces élections du 28 avril passé. Et lorsque vous faites un regard trop sur les événements depuis le régime, l'avènement de ce régime, les événements sur le plan social, où, au nom des réformes, certains ont perdu leurs emplois, certains ont perdu leurs petites activités, sur le plan politique, où les alliés d'hier à ce régime sont obligés peut-être de s'exiler, peut-être en face de la justice, ou encore certains qui sont emprisonnés. Sur le plan économique, où on parle de fort taux de croissance, où le Béninois, simple dans sa maison, ne ressent pas en réalité ce fort taux de croissance. Et tout ça, lorsque vous faites la somme de tout ça, vous attendez à ce qu'il y ait une frustration au niveau du peuple. Et ce peuple ne détient qu'une seule arme pour pouvoir sanctionner un régime dans une pareille circonstance. Ce n'est que la carte d'électeur pour aller aux urnes et aller sanctionner. Mais vous en convenez avec moi que ces élections où une classe a été définitivement écartée, on a noté un fort taux d'abstention. Et c'est ça qui a prévalu jusque-là. Et donc, à partir de cet instant, l'élection devient en quelque sorte le moyen par lequel le peuple devrait aller sanctionner. Et donc, je dis cela parce que
En réalité, ce qui s'est passé le 28 avril passé n'est rien d'autre que le résultat de ces 3 dernières années de la gestion du pouvoir. Et par conséquent, je veux en arriver à ce qui le communiqué, enfin, ce que le professeur Joël Aïvo a proposé, je voudrais dire, c'est une anticipation. Une anticipation dans la mesure où nous avons une élection qui pointe à l'horizon, l'élection de 2021. Et par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion plus que jamais pour ce peuple de sanctionner. Et vous en convenez avec moi, lorsque nous sommes dans un contexte où on a des potentiels candidats qui semblent être écartés, qui profitent peut-être à quelqu'un, en ce moment, les signaux sont au rouge. On va se dire alors, en 2021, quelque chose peut se passer. Et par conséquent... Je vous interrompre, mais est-ce que vous faites exprès? Je ne fais pas... Vous parlez de 2021, mais vous savez très bien qu'il y a un autre scrutin en 2020. Je ne refuse pas. Écoutez... Pourquoi cette fixation? Et je fais cette fixation parce que 2020, je ne trouve pas un enjeu majeur. L'enjeu majeur même, c'est 2021. Et à partir de ce moment, il va falloir... Joël Aïvo, le professeur, a anticipé, a vu loin ce qui peut se passer les années à venir, surtout 2021. Et par conséquent, pour couper coup à tout, il va falloir réellement un dialogue. Et quand je dis dialogue, ce n'est pas ce qu'on a constaté par le passé, où une classe devient en même temps juge et partie. En réalité, lorsqu'on parle de dialogue, il y a un médiateur. Il y a quelqu'un qui est au milieu, qui porte la voix de la sagesse et qui dit, voilà ce que vous devez faire, voilà la faute à telle personne, voilà la faute à telle personne, et par conséquent, vous devez tout laisser et reprendre à zéro. Et donc, je dis pour terminer, en réalité, ce dialogue, c'est nécessaire et ce n'est pas une perche. Ça va permettre, ça profite à tout le monde, au peuple béninois, mais en réalité, ça profite d'abord au chef de l'État. Au chef de l'État parce que il est regardé de tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé les 1er et 2 mai, la fois dernière. On a été la risée de toute une communauté. Je veux parler de la communauté internationale. Parce que quoi? Cette communauté a été surprise en réalité de voir un Bénin qui est déjà mature, qui depuis 30 ans pratiquement est en train d'organiser des élections sans aucun bain de sang, mais qui se retrouve du jour au lendemain. Et à partir de cet instant, je crois que ça doit profiter au chef de l'État parce que en 2021, qu'il le veuille ou non, le peuple ira encore s'exprimer. Et à partir de ce moment, ce peuple ne doit pas voir peut-être une seule personne, ça devrait être une compétition pour tout le monde. Et si la compétition n'est pas pour tout le monde, à partir de ce moment, ça serait difficile. Et donc, ce dialogue, je pense que ça doit être le courage du chef de l'État. Le courage de faire quoi? C'est vrai que Joël Aïvo a déjà tout pratiquement dit. On reviendra sur les détails. Fait quoi? Que revient-il au chef de l'État à faire? En tout cas, vous pensez qu'il s'agit là véritablement d'un enjeu à prendre plus qu'au sérieux. Mais tout alors, l'autre question qu'on peut se poser, Jospezo Anago, c'est qu'on a vu quand même le chef de l'État lui-même souligner la nécessité d'aller au dialogue. C'est là où beaucoup se demandent pourquoi maintenant insister encore sur ce concept si le chef de l'État lui-même le sait et qu'il a même eu à poser des pas. On peut ne pas en être très satisfait, mais il a posé quand même déjà des pas dans ce sens. Et revenir à cet instant-ci et dire il nous faut aller au dialogue. Jospezo Anago. Merci, cher confrère. Je voudrais nous faire constater ce que nous voyons déjà, à savoir que c'est vrai, le chef de l'État a prôné le 20 mai dernier, si je ne m'abuse, la nécessité
réunir toutes les forces vives, enfin j'abuse un peu, de se retrouver autour d'une même table avec tous ces Béninois, ceux qui ne sont pas d'accord et autres, pour s'entendre sur comment relancer le vivre ensemble. De mai à août, reconnaissons que cela fait déjà 3 bons mois et plus rien. Alors, de temps en temps, j'ai l'impression qu'on jette un petit pavé dans la mare pour faire croire que le dialogue bouge. Non. De temps à autre, on jette un petit pavé dans la mare. Oui, bien sûr, mon cher pour confrère. Faire croire que le dialogue bouge. Oui, mais rien ne bouge. Vous n'êtes pas animé de mauvaises intentions? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne dis que ce que nous constatons chaque jour que Dieu fait. Et là-dessus, les Béninois sont unanimes pour le reconnaître. Je dis unanimes pour le reconnaître, même ceux qui sont... Vous avez fait un sondage? Oh, bien sûr, mais nous vivons... Non, pas du tout, mais nous vivons au sein de la population et nous observons et nous avons le retour aussi. Lorsque, par exemple, nous faisons une édition, nous publions un certain nombre de papiers ou de documents, nous avons le retour. C'est évident et nous ne faisons pas notre travail ex nihilo, nous ne sortons pas ça de nulle part. Et donc, nous vivons au sein de la population et nous savons ce qui s'y passe. Le chef de l'État, pour je ne sais effectivement quelle raison, prône un dialogue dont il n'est même plus porteur, lui aussi, des implications. Voyez-vous, et lorsque le chef de l'État, quelques moments après qu'il ait proposé qu'il y ait un dialogue inclusif, on a vu des personnalités morales se lever, prendre leur bâton de pèlerin et aller en quête des autres forces de la nation, aller rencontrer tous les acteurs impliqués dans ce possible dialogue. On a vu par exemple du côté des obédiences musulmanes comme l'autorité musulmane en la matière. On a vu aussi du côté de l'Église catholique, on a vu les forces se mettre en branle. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que nous avions constaté? C'est vrai, il y a eu ce communiqué de l'Église catholique qui résume tout. On donne l'impression de les laisser aller, mais dans le même temps, on leur coupe l'herbe sous le pied. Et ce demandeur du dialogue, c'est le chef de l'État. C'est lui, le premier magistrat du pays. On devrait le voir plutôt plus actif. Mais ce n'est pas le cas. Alors, mon cher confrère, dire aujourd'hui qu'il y a des prémices de ce que le dialogue est en bonne marche, c'est faux. Non, le dialogue est bloqué. Il n'y a même pas eu un début de dialogue. Si vous pensez que le fait de réunir une dizaine de partis politiques à la présidence de la République, au palais de la République, et leur demander d'aller remplir un certain nombre de conditions nouvelles pour l'obtention de leur reconnaissance juridique, ce n'est pas le dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Le chef de l'État même n'a pas dit que c'était le dialogue. Il a dit qu'il a rencontré les partis politiques qu'il voudrait. Même pas de prémisse de dialogue. Non, pas du tout. Le dialogue, c'est tout autre chose. Donc vous ne voyez rien venir. En tout cas, Joël Aïvo, dans son adresse, si le gouvernement le veut, on le fera. Il dit même demain. Si le gouvernement le veut, on le fera demain. Quelle connotation donnez-vous à ce bout de phrase que je sors du test? C'est pour dire que le Béninois est prêt à tout moment. Le Béninois veut tout simplement qu'il y ait la paix. Veut tout simplement qu'on annonce des choses qui pourraient permettre de voir un avenir radieux. Vous savez, un peuple est souvent caractérisé par deux choses, le pain et la paix. Et parfois même, on dit, même si le pain n'y est pas, la paix doit régner. Parce que quelqu'un qui sort le matin, qui est libre de circuler, et qui revient le soir, qui ne trouve pas à manger, peut dormir sans problème. C'est pour vous dire, en réalité, au Bénin, nous avons un génie. Ce génie où on peut se chamailler, on peut rester là à se combattre, mais quand il s'agit de se retrouver pour se réconcilier, c'est une question d'1 minute. J'en veux pour preuve. Regardez ce qui s'est passé si nous questionnons l'histoire.
en 1990, on ne savait pas que du jour au lendemain, toutes ces forces qui, et à l'époque c'était pire, et ces forces qui se retrouvent du jour au lendemain et qui par l'intermédiaire du clergé a fait sortir une décision que nous savourons jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour vous dire, même si ce que le professeur est en train de dire, c'est très simple, c'est pour dire en réalité, le Béninois n'est pas autant un rebelle, n'est pas autant, qu'est-ce que je vais dire, une force qui pourrait permettre de dire non en même temps. Nous formons une communauté et par conséquent, lorsqu'il y aura appel, peu importe ce qui va se passer, tout le monde va se réunir ensemble. Alors, mettre la charge sur la tête du chef de l'État, ce n'est pas trop. Cette absence d'un clin d'œil aux autres acteurs ne vous laisse pas un peu de marge? Écoutez, seul le chef de l'État a aujourd'hui le pouvoir de décanter la situation. Seul. Écoutez, je vais dire même au-delà, sans même le dialogue. Sans même le dialogue. Il suffit tout simplement que le chef de l'État se lève pour dire « je veux que ça se passe comme ça » et tout va redevenir comme auparavant. On pense que ça pourrait être aussi un gros piège si on va sur cette piste. Il y insiste, le dialogue est rien que le dialogue. Et puisque c'est un peu le décryptage qui nous réunit. Et il ajoute, le gouvernement devra alors s'appuyer sur des voix crédibles, comme par exemple le clergé catholique, pour ressouder le pays. Il utilise l'expression « ressouder le pays ». La fissure est-elle si profonde? Le médiateur devient-il indispensable forcément? Le chef de l'État, comme vous le dites, s'il a les coudées franches pour aider à sortir de la crise, ne peut-il pas alors réunir les acteurs et tourner la page définitivement? Écoutez, deux éléments. Le premier élément, pays, il parle du médiateur. Tout à fait. Vous savez, au-delà de tout à l'heure, je l'ai dit que seul le courage du chef de l'État pouvait permettre de décanter la situation. Mais au-delà, il y a quand même, je ne vais pas dire que le tissu social est déchiré, mais ça semble commencer par être déchiré. Il suffit tout simplement de descendre sur Cotonou et environ, de promener les micros, et vous allez constater, sans sélectionner, vous allez constater la frustration de chacun. La frustration de chacun de voir du jour au lendemain l'atmosphère qui régnait, qui aujourd'hui a transformé de couleur. Et par conséquent, je dis, au-delà de ce courage que le chef de l'État pouvait prendre pour décanter la situation, il va falloir quand même que les blessures seront vraiment pensées. Et pour que ces blessures soient pensées, il faut quelqu'un. Il faut une voix de sagesse, une voix neutre, une voix capable de dire voilà telle chose, on devrait mettre telle chose à sa place, on devrait mettre telle chose à sa place, et en fin de compte, un homme pour respecter, et cet homme n'est rien d'autre que le chef de l'État. Et donc, je dis une chose, il faut que le chef de l'État fasse tout possible pour mettre en place la stratégie pouvant permettre d'aller à ce dialogue, et ça dépend de lui. Et l'autre chose, il va falloir quelqu'un, une personne morale, indiquée pour dire, voilà, telle personne a telle blessure, pardonnez, et puis c'est fini. Parce que le chef de l'État, peu importe, qu'on le veuille ou non, fait partie d'un clan. Et ce clan aussi ne va pas permettre peut-être à ce que ce dialogue soit fait. Parce que ce clan peut-être va dire, si ce dialogue est fait, ça ne va pas nous profiter. Mais en réalité, aujourd'hui, on ne devrait pas regarder l'intérêt personnel. On devrait regarder
l'intérêt général, on devrait regarder l'intérêt du futur, l'intérêt d'une génération future. Et ça passe par un dialogue qui serait vraiment fait par quelqu'un qui est une personne morale, et nous pensons vraiment au clergé. Joseph Soranago, oui, le clergé, d'une manière ou d'une autre, revient au devant de la scène, loin du communiqué à polémique. Eh bien, Joël Aïvo, qui, en retraçant la voie, demande expressément que l'on pense, oui, au dialogue, et il faut y aller très vite, dit-il, car le temps presse. Secondo, ressouder le pays. Et ça, la voie crédible qu'il propose, il dit comme le clergé. Non, mais cela va de soi. Le constat est net, est clair. Le vivre ensemble est atteint. La cohésion nationale a été malmenée. C'est une réalité aujourd'hui et on ne devrait pas se voiler la face pour la reconnaître. Le professeur Aïvo a retracé un certain nombre d'éléments qui conduisent à une finalité, le dialogue. Et le dialogue ne peut se faire par une seule personne. Quand on dit dialogue, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent et qui dialoguent. Le chef de l'État, en mai dernier, a prôné le dialogue. Et il disait un dialogue inclusif. J'ai cru l'entendre dire un dialogue inclusif où personne ne sera laissé de côté. Mais à l'arrivée, il n'en fait plus rien. Ça, il faut aussi avoir le courage de le dire. Est-ce qu'il y a nécessité de dialogue aujourd'hui? C'est oui. Le chef de l'État ne peut être jugé arbitre dès lors qu'on sait aujourd'hui qu'il il a son équipe politique qui est en conflit avec une autre équipe politique, pour dire les choses de façon aussi lapidaire. Il peut créer les conditions d'un dialogue, mais il ne pourra plus être au centre de ce dialogue. Le chef d'État ne peut plus être au centre de ce dialogue. Donc, d'où la nécessité, n'est-ce pas, de trouver un acteur moral. Dans la foulée, le clergé ferait bien l'affaire. Et s'il est déjà mis depuis, moi je me dis, pourquoi ne pas laisser le clergé aller au bout de sa démarche? Et donc, si le chef de l'État se persuade de la nécessité que ce dialogue doit être véritablement inclusif, où chacun pourra venir de façon détachée y contribuer, il faut forcément qu'il y ait un médiateur. Et le médiateur, en l'espèce, pourrait être le clergé. Cela va sans dire. Mais ne pas y aller, parce que le temps presse, c'est vrai. Le temps presse parce que tous les jours, le temps presse. Vous voyez, depuis les élections contestées, et on a vu même du côté de la mouvance présidentielle, et ça, c'est important. Ne feignons pas de ne pas le remarquer. Beaucoup de partisans du chef de l'État sont montés au créneau, peut-être parce que la conscience aussi, c'est ce qui vous turlupine à des moments donnés. Par exemple, on a vu le doyen d'âge, pour ne pas citer l'honorable Zoumarou, lorsque déjà il s'installait par rapport à la mandature actuelle, il avait tenu des propos sur lesquels nous avions fait des analyses ici, sur ce plateau. Il y a quelques 2 jours en arrière, il est revenu encore pour dire, mais dis donc, et là il s'est adressé, le plus souvent il s'est adressé à travers ses propos au chef de l'État et à son propre clan pour dire, mais diandre, pourquoi ne pas remettre ce fameux certificat de conformité à ces partis, la cité des partis, et s'étonne de ce que ces partis n'aient pas pris part à cette compétition. C'est-à-dire donc que quelque part, ça gêne même au niveau de la mouvance. Donc il n'y a pas de Bénin aujourd'hui qui ne soit pas gêné par cette situation inconfortable que nous vivons. Donc le chef de l'État devrait quand même faire le geste qui s'y est, et nous allons pouvoir sortir de cette crise qui ne fait que trop durer. S'asseoir pour sortir de cette crise, mais parler de quoi? Ils sont un certain nombre à se poser cette question. J'en conviens que vous entendez ces interrogations. Joël Aïvo, lui, il anticipe. S'asseoir, oui, mais pas que pour penser les plaies du 28 avril. Il va au-delà. Il faut, dit-il, recréer pour les 30 prochaines années, chers invités, un nouveau consensus autour de la démocratie. Et
Comment voyez-vous cela dans un cadre comme celui-ci? C'est vrai, Patrice Talon l'avait dit, il est là pour remettre les choses à plat, mettre le Bénin sur les rails. Mais est-ce que ça, c'est tenable? Cette charge qu'on lui demande, s'asseoir pour penser le Bénin les 30 prochaines années, pas que pour penser 28 avril. Vous savez, les assises de 1990 font suite à des événements successifs, des événements qui ont conduit au déchirement du tissu social à l'époque. Nous vivons pareille chose aujourd'hui. Je vais citer quelques faits. À l'époque, il y avait des exilés politiques. À l'époque, la situation sociale n'était pas aussi favorable. À l'époque également, la liberté d'expression, c'était pas au rendez-vous. Et ces événements successifs ont conduit à ces assises. 30 ans après, on semble vivre encore la même situation. Et par conséquent, le professeur a vu juste parce que il a compris que l'atmosphère, le climat dans lequel nous vivons, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 10 ans, en un laps de temps, ça a changé de couleur. Et par conséquent, il ne suffit pas seul du dialogue, mais il faut aller au-delà. Le dialogue, en réalité, répare quelque chose d'un instant T. Est-ce que vous voyez? Ça peut être un dialogue qui va permettre aux exilés de revenir. Ça peut être un dialogue qui va permettre à tout le monde de participer aux prochaines joutes électorales. Mais au-delà de ça, nous devons également faire asseoir quelque chose qui pourrait permettre de ne plus revenir sur ces heures sombres dans les années à venir, de mettre de garde-fous pour permettre ne serait-ce de vivre encore, n'est-ce pas, les 30 prochaines années en paix, comme nous l'avons fait, en toute quiétude. Et donc, je dis, ce qui se passe, effectivement, au-delà du dialogue, il faut également anticiper. Au-delà du dialogue, il faut questionner l'histoire. Il faut regarder les autres pays. Il faut voir la situation. Il faut voir les différentes situations qui ont conduit à ces heures sombres pour dire jamais nous pouvons mettre en place désormais un autre instrument qui pourrait permettre de vivre dans la quiétude. Et je pense que c'est nécessaire et non de passer seulement au dialogue pour réparer des blessures de l'instant T. Il faut aller au-delà. Le dialogue, Joël Aïvo, pense que ce n'est pas là la solution. Les Béninois doivent rêver gros. Jasper Swanago, il spécifie. Il dit, il faudra, pour ce dialogue, un nouveau consensus autour de la démocratie. Mieux, il a dit, le professeur, il a martelé qu'il faut signer un nouveau pacte social. C'est important. Mais le concept de démocratie, quand il insiste, un nouveau consensus autour de la démocratie, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus autour de la démocratie. Non, mais la démocratie même a été handicapée. Il faut désormais, parce que certains ont une autre perception de la démocratie. Le pouvoir actuel, pour tout dire, a une autre perception de la démocratie, parce que nous l'avions vécu, cette démocratie, sur 30 années durant. Et c'est d'ailleurs la référence que fait le professeur Aïvo, en disant si bien qu'il faut rebondir sur les 30 nouvelles années à venir. Mais en fait, il y a 30 ans, nous avions vécu la démocratie au sens propre du terme, au point où, au-delà de nos frontières, on a été envié. Moi, je considère que ça, c'est la démocratie, où les élections étaient... l'alternance a été régulièrement observée. Les élections se sont tenues à bonne date.
et régulièrement dans ce pays. Donc, sur 30 années durant, on a vécu cela. Ça ne peut pas être autre chose que la démocratie, où les gens s'exprimaient. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous l'entendez. C'est cela. Donc, tout ça contribue à vivre la démocratie, que nous ne vivons plus depuis 3 années. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, en 30 ans, ce qui a été fait, qui a été envié de par le monde, a été détruit et déstructuré. Donc, le professeur ne fait que dire qu'il faut redéfinir désormais la démarche, signer un nouveau pacte et tracer une ligne rouge que nul autre gouvernement ne saurait plus jamais franchir. Et moi, je dis, si on le fait, ce n'est pas seulement pour les 30 prochaines années. Si on arrive à définir des lignes rouges qu'aucun autre gouvernement ne pourrait franchir, c'est ad vitam. Moi, je le crois. Ce n'est plus 30 ans, ce n'est plus 40 ans, c'est au-delà. Les générations à venir viendront constater qu'il y a quelque chose de formidable qui a été réalisé. Donc, moi, je me situe dans cette ligne et je me dis, c'est vrai, en 3 années, on a détruit et galvaudé des choses qui ont été construites en 30 années. Il va falloir redéfinir les nouvelles bases pour créer quelque chose de plus durable. Et c'est ce qu'il a voulu dire le professeur en faisant cette référence aux 30 prochaines années à venir. Le président du droit constitutionnel va loin et dit, dans cette construction du Bénin nouveau, nul ne sera de trop. L'idéal serait que l'effort nécessaire soit fait pour que les détenus d'opinion, les exilés, retournent à la maison. Mais lorsque Joël Aïvo va sur une piste comme celle-là, vous pensez que son appel a une chance d'être écouté? Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Pourquoi pas? Ah bon? Pourquoi pas? Écoutez, lorsque vous parlez de dialogue, vous savez, c'est un processus en réalité. Un processus en 2 temps. D'abord, dans un premier temps, ce dialogue qui permettra en réalité de mettre les choses en place, des choses qui pourront par la suite permettre également de faire asseoir une stratégie qui pourrait permettre de définir ce qu'on devrait faire les 30 prochaines années ou les 50 prochaines années et autres. Et donc, à partir du dialogue déjà, on aura la solution. Maintenant, de tout ce que vous êtes en train de dire, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé en 1990? Il n'y aura pas de dialogue sans qu'on aurait peut-être quelqu'un qui est en dehors du pays. Le dialogue doit rassembler tout le monde. Et à partir de ce moment, tous ceux qui sont exilés, tous ceux qui portent en réalité le sang béninois, qui sont capables de venir à une table de négociation, on devrait faire table rase et appeler tout le monde. Lorsque vous êtes autour d'une table de négociation et que quelqu'un, un acteur politique par exemple, n'est pas invité, ce n'est plus un dialogue. Lorsque vous êtes autour d'une table pour définir l'avenir d'un pays et que c'est vous seul, ou bien vous décidez de choisir quelques-uns avec qui vous allez travailler, ce n'est plus pour définir l'avenir d'une nation. Mais si on essaie bien de vous comprendre, que répondez-vous, puisque vous êtes aussi de la masse, à tous ceux-là qui pensent que ce qu'on appelle exilés ou prisonniers d'opinion, ce sont des gens qui ont maille à partir avec la justice et par conséquent, si on doit parler de dialogue, il va de soi que ce soit sans eux. Ceux qui ont ces réflexions-là et ceux qui mènent ces réflexions, qu'est-ce que vous leur répondez? Monsieur Joël, oui. En 1990, on n'a pas eu des exilés politiques qui ont des problèmes avec la justice. On en a eu. Questionnez l'histoire. En 1990, c'était pire. Ceux-là ont répondu. Ils ont dit, on a un autre contexte. Quel est le contexte? Le contexte, peut-être, vous allez dire que le contexte n'est pas le même. Mais pour aboutir à quoi? Mais pour aboutir à un climat apaisé. Et à partir de ce moment, on ne regarde plus le contexte.
Parce qu'il y a un piège qui nous guette, je vais vous le dire. Le piège qui nous guette, c'est quoi? Vous savez, vous allez constater que depuis un bon moment, c'est vrai qu'on nous qualifie. On dit le Bénin est un laboratoire de la démocratie. Mais vous allez constater que à chaque fois qu'un régime vient au pouvoir, il semble remettre en cause ce que l'autre régime a fait. Et c'est un éternel recommencement. On sent que quand un régime vient, tous ceux qui ne sont pas de son bord deviennent automatiquement des hommes à pourchasser. À partir de ce moment, ce que le professeur est en train de dire, c'est quoi? Ressouder les liens, mettre une ligne rouge, c'est pour permettre à ce que, lorsqu'il y aura un autre régime, parce que qu'on le veuille ou non, le régime qui est en place doit partir un jour. Et par conséquent, il ne va pas falloir que lorsque notre régime va prendre place, va encore commencer les mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Un éternel recommencement. Pour chasser ceux qui avaient servi et autres. Et donc, je dis, au-delà de tout, l'intérêt, ce n'est pas pour seulement ceux qui sont en exil. Ce n'est pas pour seulement ceux qui sont en prison. C'est pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont là actuellement, qui forcément, demain, vont partir et laisser place à un autre régime. Un seul instant, supposons, l'hypothèse, mettons une hypothèse selon laquelle peut-être, voilà, en 2021, que c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir, qui n'est pas en son temps, qui n'était pas en odeur de sincérité avec le régime actuel. Vous pensez qu'il va se taire? Vous pensez qu'il ne va pas faire la vengeance? Il va le faire. Et en ce moment, c'est ceux qui sont là actuellement qui seront des victimes. En ce moment, oui, le développement serait où? On ne va pas tout le temps mettre notre regard sur vengeance. Telle personne ne va pas soutenir. Autant de questions qui s'imposent et qui s'imposent à tous. Mais mesdames, messieurs, on est là pour tous. Et donc, nous rapportons aussi les propos de ceux qui ne se retrouvent pas forcément à travers cet appel express lancé par Joël Laïva. Et Jajos Pezo, je pose la même question, mais autrement. Cela rapporte qu'il ne faut pas oublier qu'on a décidé désormais de faire les choses autrement. La rupture, c'est rompre avec les mauvaises pratiques. Si c'est vrai, et je cite, il y a un certain nombre d'exilés à qui on a demandé de regailler le bécail, oubliant un peu les avatars, les manquements et autres. Aujourd'hui, lorsqu'on décide de mettre la maison au propre, pas question de tendre la main à des gens qui ont maillé à partir avec la justice. Est-ce qu'il n'y a pas une quinte de bon sens dans la démarche de ceux-là, qui pensent que ceux qui ont maillé à partir avec la justice doivent aller répondre devant la justice et ensuite on verra? Merci, mon cher confrère. Cela le serait si et seulement si nous avons aujourd'hui une justice qui réponde valablement de sa grandeur, de sa noblesse. Les acteurs, les principaux acteurs de cette même justice l'ont décrié. Je ne voudrais pas revenir ici sur les propos du magistrat Dadaglo, qui disait que la justice est aux ordres désormais, et puis les pratiquants de la maison de justice sont, pour ceux qui voudraient faire le travail de façon juste et équilibrée, sont pourchassés et sont mis au banc des accusés. Alors, si c'est comme ça que se présente la justice, il est difficile donc de croire que certains ont maillé à partir avec la justice. Cette même justice béninoise qui est décriée à l'international. On a vu les dernières ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des droits de l'homme et des peuples qui est allée dans le sens que la justice béninoise n'est plus indépendante. Tout récemment, une mission de l'Union européenne en a conclu que la CRIET n'est pas apte à répondre aux normes d'une justice internationale. Alors, lorsque ces éléments sont là sur la table, il m'est difficile de dire que ceux qu'on dit aujourd'hui avoir maille à partir avec la justice dans leur totalité ont réellement quelque chose à se reprocher. Parce que
la justice, ces personnes ont porté leur ressentiment au-delà de nos frontières, ont saisi nos juridictions internationales qui sont supra. Et on a vu le résultat. Si tu veux citer dans la foulée le cas Sébastien Javon, par exemple, et même le cas Komé-Kouché, par exemple, avec la justice espagnole. Donc, ce sont autant d'indications qui nous amènent à dire que notre justice a quelque part péché. Donc, exilés politiques, Oui. Détenus d'opinion, vous pensez qu'il faut prendre à cœur ces données, les intégrer, et pour le dialogue, tous doivent y prendre part. Mais tout à fait. Dans un passé encore récent, en 2015, si je ne m'abuse, on a vu le citoyen Patrice Talon, par exemple, qui avait maille parti avec la justice béninoise, à qui on a demandé de rentrer au bercail. Le citoyen Patrice Talon est rentré au bercail. Et nous étions tous ici pour défendre bec et ongle cette affaire de passeport qu'on ne lui délivrait pas. Il est rentré tranquillement au pays. Et puis, par la force des choses, il est devenu président de la République. Je pense qu'il faut pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée et agir dans le sens de la nation. C'est important. Agir dans le sens de la nation. Alors, dans les tout prochains jours, vous, suite à un appel comme celui-là, à quoi vous vous attendez? Ou quel reste votre souhait? Le souhait, c'est le souhait de tous les Béninois, Allez-y. y compris ceux qui sont actuellement avec ce régime. Ah bon? Parce que eux aussi, ils ne dorment pas. Vous en savez des choses. Écoutez, lorsque la maison de votre voisin est en train de brûler, comme on a l'habitude de dire, mais il faut faire tout possible pour l'aider à l'éteindre. Parce que, en son temps, ça peut venir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce régime qui est là, ce n'est pas un régime éternel. Et on ne sait pas si demain. Parce que lorsque vous avez une petite parcelle de pouvoir et que vous gérez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre intégrité et autres, attendez demain qu'on vous balance quelque chose. Et à partir de ce moment, si ceux qui sont actuellement proches du chef de l'État savent que demain, ils seront libres, au cas où il y aura un autre régime qui va les remplacer, il va falloir que tout le monde, y compris les Béninois lambda, y compris ceux qui sont au niveau de la diaspora, tout le monde à l'unisson, il va falloir que le chef de l'État annonce quelque chose et tout simplement, tout le monde, autour d'une table de négociation, on va décanter cette situation Pour et conclure. le Bénin. Pour conclure, j'exhorte le président de la République. Je dis, il est béninois, je suis béninois, nous sommes tous béninois. Et il va falloir que le Bénin retrouve ces images qu'on lui attribue par le passé. Il va falloir que le Bénin retrouve ça. Et ça passe par lui et lui seul à travers le Merci à courage. vous, Louise Assoba. On vous aura compris, oui, Jos Peso Anango. Dans les tout prochains jours, qu'attendez-vous après ce plaidoyer de Joël Aïvo? Que le chef de l'État, je voudrais bien espérer que le chef de l'État puisse se ressaisir encore ou saisir de nouveau ce dossier et qu'il aille véritablement dans le sens d'un dialogue véritablement national et véritablement inclusif. C'est mon souhait et je voudrais croire que cela puisse se produire. Et pour conclure, Pour conclure, je voudrais nous souhaiter, autant que nous sommes aujourd'hui, qu'on dépasse les considérations partisanes, car aujourd'hui, l'Assemblée nationale est unicolore. Les institutions de la République sont pratiquement unicolores. Et le professeur l'a rappelé aussi dans son plaidoyer. Je voudrais qu'on essaye de corriger au mieux ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, aujourd'hui, il y a ça gronde. merci à vous, Jos Peso Anago. Merci également à vous, Louis Assoba. Chers téléspectateurs, merci pour la complicité. Trop tard, il ne sera pas le cas. En tout cas, on ne le souhaite pas pour le Bénin. Ils sauront trouver le sursaut d'orgueil nécessaire, comme en 90, pour une fois encore se parler et bâtir un Bénin encore plus enviable. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout et vous fausse compagnie sur cette citation du prix Nobel de la paix kénial, Wangari Maathai Munta. Aujourd'hui, on le cite sous cet angle. On a tout à gagner, dit-elle, en restant bien enraciné au sol. Pas autrement, car aussi haut que nous élancions, c'est toujours de nos racines que nous puisons notre force et notre raison d'être.
Autrement, c'est le déluge. Mesdames, Messieurs, bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.